La moelle allongée ou le bulbe. La moelle allongée ou médula oblongata, aussi appelée bulbe rachidien, en ancienne nomenclature ou myélencéphalite, est la partie inférieure du tronc cérébral la plus caudale chez les vertébrés. Rappel anatomo-clinique et surtout sur la définition de bulbe. La définition de bulbe est assez simple. C'est la partie inférieure du tronc cérébral, limitée en haut par le sillon bulbopontique. On voit assez bien sur les coupes axiales avec la fin de la protubérance et le début de l'apparition des pyramides bulbaires. En revanche, la jonction inférieure, elle est également imprécise et on la connaît moins bien. Et la jonction bulbo-moelle, qui est elle définie par la présence de la racine médulaire, qu'on la voit particulièrement bien, mais cette fois sur les séquences et en les perpondérations T2. La sémiologie de la teinte bulbaire est très complexe et elle est liée à la proximité de ces structures anatomiques qu'on va revoir successivement et on peut les catégoriser en trois groupes. On va voir successivement différentes structures anatomiques, les noyaux des nerfs crâniens et formations propres du bulbe, les centres végétatifs et le passage des faisceaux de pyramidal, extra-pyramidal, limniscal, extra-limniscal. Cette diapositive, si vous vous rappelez, c'est au niveau du bulbe qui a eu lieu la décussation. La décussation sensitive en premier temps, également associée à la décussation motrice. Elles ont lieu à des niveaux variables et à peu près au tiers moyen du bulbe. Et la décussation sensitive a eu lieu immédiatement au-dessus de la décussation motrice. Ces fameux nerfs crâniens qui sont présents dans le bulbe, on va les voir successivement. Le 5, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Je me tarde sur le 5, effectivement. On ne pense pas toujours, il y a une présence d'une partie de la racine descendante de la racine de 5 qui est située ici latéralement et immédiatement en dedans des pédoncules cérébelleux inférieurs et en cas d'atteinte, on le reverra dans le syndrome de Wallenberg. Ça va s'exprimer par une névralgie et une hypoesthésie de l'hémiphase et plus ou moins une atteinte des masticateurs. Les noyaux vestibulaires qui sont éclatés dans la partie postérieure de bulbe, il y en a plusieurs. Il y en a même ici entre les faisceaux spinothalamiques et spinocérébelleux. Et grossièrement, il faut retenir que les noyaux de 8 sont contenus dans la partie la plus postérieure, immédiatement en dehors du plancher de V4. Et en cas d'atteinte ça donne un syndrome vestibulaire central qui s'exprime par une instabilité plutôt qu'un vertige et par également de signes cochléaires. Et en revanche, un nystagmus, lui, est franc. Alors, les nerfs mixtes, le premier des nerfs mixtes, c'est le nef, le glossopharyngé, qui ne comporte pas proprement parler de noyau, et qui se distingue, mais qui est né d'une union des fibres motrices des noyaux moteurs ambigus, qui est illustré ici en noir, qui est de noyaux solitaires, qui est illustré aussi en rose, et qu'on verra vont être à l'origine de la plupart des nerfs mixtes. Mais le nerf glossopharyngé qui n'a pas de noyau propre et l'atteinte va se traduire par une agusie des deux tiers postérieurs de la langue, une abolition des réflexes nauséeux, une anesthésie du pharynx, des tonsilles et de la base de la langue et une dysphagie. Le 10 en revanche va naître de l'union des fibres émanant à la fois pour la partie motrice de noyau ambigu, toujours le même, de la partie solitaire pour la partie sensitive, et d'un noyau propre de 10 qui est à la partie postérieure et médiale du bulbe, qui va laisser son empreinte au niveau du plancher de V4, qui va vivre avec un contingent parasympathique, et son atteinte va se traduire par une paralysie de l'hémipharynx et de larynx, une voix nasonnée ou bétonale, une anesthésie pharyngée et une dysphagie.
Le 11 qui est le nerf accessoire et exclusivement moteur, qui lui naître des fibres motrices émanant toujours de ce noyau ambigu et une composante spinale, le noyau ventro-spinal, qui va remonter dans le sillon rétro-olivaire et qui va s'unir avec ces fibres motrices qui va avoir un trajet très proche de 10. Et parfois c'est très difficile de faire la différence entre les deux compte tenu de leur proximité anatomique. Son atteinte traduira par une perte de rotation de la tête du côté opposé et abaissement de l'épaule. Et enfin l'hypoglosse qui lui est plutôt simple. Il y a un noyau qui est le plus interne qui laisse une voussure sur le plancher de V4 et son atteinte traduira par une atrophie de l'hémilingual, une déviation du côté atteinte en protraction. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les noyaux de bulbe, c'est cette partie qui est tout au bleu, la partie postérieure et en dedans des pédoncules cérébelleux inférieurs. Alors, les formations propres du bulbe, elles sont au nombre de deux. Il y a d'abord la formation réticulée bulbaire qui est au moins connue, qui n'a pas réellement une insuffisance et une pathologie propre à l'atteinte des formations réticulées. Mais elle a son importance, c'est la voie de départ des voies pyramidales vers la moelle. En revanche, l'olive bulbaire qui est tout le monde connu, qui est largement impliquée de la dégénérescence pseudo-hypertrophique de l'olive bulbaire, que j'ai représenté comme ovoïde et un aspect fistonné qu'on arrive à le dégager. Les centres végétatifs sont concentrés à la partie postérieure et interne et pas d'entité anatomique qui définit les centres végétatifs. En gros, sa gravité autour du noyau 10 et en cas d'atteinte, ça va s'exprimer par des troubles viscéraux et notamment ce qu'on connaît tous, l'atteinte bulbaire, ce sont les atteintes des centres respiratoires mais également circulatoires. Ça, c'est bien connu. En interventionnel, lorsqu'on ballonne un tronc, on crie des acétystolies. Enfin, des troubles moins vitaux, des troubles digestifs et vasomoteurs est présent essentiellement à la partie postérieure et interne de bulbe. Et le bulbe également le lieu de passage des voies descendantes et ascendantes. Évidemment, les voies motrices descendantes que tout le monde connaît, le faisceau pyramidal qui passe au niveau des pyramides bulbaires, situé à la partie la plus antérieure. Rappelez-vous que la décussation a eu lieu au niveau bulbaire et l'atteinte bulbaire est un petit peu singulière avec une atteinte croisée qui respecte la face. Et enfin, les voies ascendantes sensitives qui sont un peu éclatées et on peut les schématiser par ce schéma où la voie lemniscale médiale est située ici à l'extérieur des deux voies latérales, spinothalamique et cérébelleuse, qui vont se jeter dans les pédoncules cérébelleuses inférieures. L'anatomie vasculaire du bulbe qui permet de préciser la bord vasculaire du bulbe et se rend compte que les pyramides bulbaires sont vascularisées par l'artère spinale antérieure et on verra tout à l'heure que ça a un intérêt en pathologie. Les perforantes des artères vertébrales vont vasculariser la partie olivaire et les rétro-olivaires, c'est les perforantes de Pica. Et enfin, la partie la plus postérieure, c'est les branches éminentes de l'artère spinale postérieure.